Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. C'est jeudi, la veille du vendredi, Philippe Bilger, et nous sommes ravis. Au salon. Mais oui, mais vous y êtes un peu, vous avez bien raison. Vous êtes on est au salon, on va papoter, ça va être, on va discuter de l'actu. Je suis étonnée de vous voir là, parce que j'ai cru savoir par Patrick Rocher que... Je suis en train de parler, Françoise Debois, si vous permettez, je finis. 08 26 300 300. Si vous avez envie d'intervenir, bien entendu, dans cette émission, on va parler d'actu, bien entendu. Et dans quelques instants, nos éditorialistes, je vous redonnerai la parole, Françoise, bien parce que je vais même vous faire écouter quelque chose, vous allez voir. Allez, au sommaire de cette émission, le pouvoir d'achat, le panier anti-inflation est-il la solution pour lutter contre la flambée des prix attendue en mars? Le gouvernement a promis de casser les prix du quotidien. Le ministre délégué au commerce, Olivier Grégoire, a proposé la mise en place d'un panier anti-inflation, une mesure qui est loin de faire l'unanimité, Philippe. Oui, et alors que les négociations commerciales se sont achevées hier entre la grande distribution et les fournisseurs de l'agro-industrie, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rappelé la nécessité des distributeurs de faire, je cite, un effort sur leur marge pour continuer à faire baisser les prix alimentaires. Est-ce que pour vous, le panier anti-inflation, c'est la solution, ou est-ce que ça ne va pas marcher puisqu'on va faire des prix sur certains produits qu'on fera vite arriver en rupture pour augmenter les autres? On vous attend au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites non à la question à 92%. Et puis à 18h30, Gérald Darmanin veut limiter le regroupement familial, décidément. Qu'en pensez-vous? Auditionné par la commission des lois au Sénat mardi, le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable pour limiter le regroupement familial, Philippe. Oui, Cécile, les 3 pistes ont été évoquées par le ministre, comme celle d'imposer aux demandeurs de visa des tests linguistiques et de valeurs de la République. Gérald Darmanin dénonce des abus dans le processus, mais affirme toutefois que ces restrictions ne seront pas contraires à la Constitution. Alors, est-ce que pour vous, il faut limiter le regroupement familial, ou est-ce qu'il faut le maintenir tel quel? On vous attend au 0826 300 300. Et vous répondez, c'est une bonne chose à 89%. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et ils sont là, Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe? Il y a une grosse différence avec hier. Oui, il n'y a rien à manger. On n'a rien. Il n'y a pas de chistora, il n'y a pas de cœur de canard, il n'y a pas de gariguette. Excusez-moi, si je me souviens bien, Françoise, il y a un mardi, a bien dit qu'elle viendrait avec des trucs. J'étais absolument persuadé qu'après votre virée au salon d'agriculture, vous auriez la bienveillance, la générosité de cœur, mais je crois que je peux encore attendre longtemps, de ramener des choses que vous avez picorées, d'en garder pour les copains. Mais non, rien, bien sûr. Vous savez, comme disait Desproges, peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui. Peut-on être généreux? Oui, mais pas avec n'importe qui. En tout cas, vous, avec personne, à l'évidence. Françoise, le problème, c'est qu'à 20h, voilà, quand on finit l'émission, c'est-à-dire que tout le monde a plié bagage depuis 1 heure. Donc on s'est retrouvé dans un salon totalement vide, sans chauffage, sans rien. Pauvre poussin, c'était vraiment une aventure terrible. Oh là là, et on ne peut pas penser la bouche pleine. C'est clair. Et Madi Seydi est avec nous. Bonsoir Madi. Bonsoir Madi. Bonsoir. Conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Et vous permettez, je vais revenir à Françoise, parce qu'il y a des jours des mauvaises langues qui disent des choses le matin. Attendez, écoutez. Je ne sais pas si on va retrouver les vraies voix ce soir, parce que Philippe David, Cécile de Ménibus et toute la bande avec Philippe Bilger, j'ai l'impression qu'ils ont profité un peu de la fermeture du salon hier soir. Ils y étaient en direct de 17h à 20h. Voilà ce qu'on dit de nous le matin. Oui, on a essayé de prendre votre défense. Elisabeth Lévy et moi-même. Évidemment, Patrick Roger nous avait coupé le micro. Bien sûr. C'était parlons vrai. Comme par hasard. Donc, vous avez fini comment, très exactement, hier soir? Très bien. Allô. Allô d'au-jeu. Allô. Le jeu magnifique. Bien sûr. Écoutez, rien. Pas de fête, rien. Ils avaient tout fermé. On s'est dit, ils vont nous organiser un truc de dingue. Maintenant, on a eu les camions, les poubelles. Jusqu'à 19h, c'était raisonnable. Oui, on a eu un peu de chistora, des cœurs de canard, des fraises gariguettes et du saucisson. On dirait Obélix, tu sais. J'ai absolument rien mangé. 3 sangliers, 14 romains neufs, n'importe quoi. Non, mais Philippe David a souffert. Il a souffert. C'était terrible. C'est-à-dire qu'on était obligé de le menotter aux chaises. C'était terrible. 0826 300 300, puisque nous ne sommes pas seuls. Notre 4e vraie voix est avec nous. Serge. Bonsoir, Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Et comment ça va, Serge?
Ça va très bien, hein. Bon, tant mieux. Serge. Dis donc, bonjour à la conversation. Comment ça va? Tant mieux. Non, mais Serge est Marseillais et je pense que le résultat contre Annecy hier soir lui a peut-être fait un peu mal. J'étais sûr qu'il allait me le dire. Mais moi aussi, mais Serge, ne vous laissez pas faire. Philippe, il allait me le dire. Ne vous laissez pas faire. Non, je ne me laisse pas faire, mais je vais. Oui, Philippe. Oui, Serge. Vas-y, Serge. Quand on laisse Valentin Rongier sur le banc de touche, titulaire indiscutable, ça veut dire qu'on joue pour aller gagner 3 points à Rennes ce week-end. Voilà. Ça, c'est vrai que pas mettre Rongier, ça, c'est une grosse erreur. Bon, je suis écoute, vraiment le plaisir sadique du pauvre Parisien qui n'arrive pas à gagner une seule Ligue des Champions parce que l'OM a jamais les premiers. Ça te fait mal, je sais. Vous entendez du bruit là-bas? J'entends. Oui. Il y a du bruit là. Il y a une espèce de voix qui parle tout à l'heure. Je sais pas qui. Regardez les Beatles là. On rappelle quand même qu'on diffuse Serge Gainsbourg puisque c'est une commémoration. Oui, il y a également 32 ans aujourd'hui que l'immense artiste, alors auteur, compositeur, interprète, nous a quittés, qui a fait des musiques de films également absolument fabuleuses. Et je vous conseille d'aller voir le musée Serge Gainsbourg qui est extraordinaire. Et on a Serge avec nous, c'est marrant quand même. Et on a Serge avec nous, voilà, c'est ça. Serge, vous savez chanter ou pas? Oui, mais je ne demandais pas ça. Je sais, il sait chanter. C'est nous les Marseillais. C'est pas chanter, c'est faire du bruit. Serge, j'ai juste une bonne nouvelle pour vous. Vous avez 2 heures pour apprendre. Allez, vous restez avec nous en tout cas. C'est bien. Allez, restez avec nous. Surtout qu'il y a une conseillère en communication avec vous, donc elle va me dire comment ça se passe. Elle va même vous faire chanter. En tout cas, n'oubliez pas que vous devez choisir entre les 3, entre Madi, entre Françoise et entre Philippe Bilger pour le jeu tout à l'heure avec une nouveauté. On vous en parlera tout à l'heure. Encore de nouvelles règles. Le gaze. Plus de Kikadi. Si, du Kikadi. Mais du gaze, pas gaze aussi. Vous allez voir. Tout de suite. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Avec un réquisitoire philosophique, y a-t-il des pipolisations qui ne soient pas vulgaires? Oui, il avait oublié. D'abord, non, je pensais à l'autre. C'est vrai. Mais et j'avoue moi-même que je suis en général très curieux des pipolisations, et ce qui fait que j'ai lu Paris Match ce matin et que j'ai entendu parler de Marlène Schiappa. Et je me suis interrogé, est-ce que toute pipolisation est vulgaire, ou est-ce qu'au fond, d'abord, il est légitime de s'intéresser à la vie, par exemple, des ministres, lorsque la vie, les séquences privées ont de l'importance par rapport à leurs conditions ministérielles, en tout cas peuvent les obliger à changer leur registre ou à s'interdire certaines relations, ce qui va être le cas. Et j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour Marlène Schiappa, que j'ai trouvé dans le conglomérat macroniste relativement franche, directe, voire parfois brutale, courageuse. Elle n'a jamais fui aucun débat, et donc je me suis naturellement penché sur ce coup de foudre à New York il y a quelques jours, non, il y a 2 mois, pardonnez-moi, ce serait une grave erreur de battre en brèche la relation historique que je prétends donner. Et au fond, j'avoue que j'ai aimé, et sans honte, cette pipolisation, parce que j'en sais plus sur cette personnalité que je ne déteste pas, et elle a parfaitement expliqué pourquoi il était légitime de sa part d'avoir accepté une médiatisation qu'elle pourrait refuser par ailleurs. Françoise de Gaulle. Je suis pas sûr que la vulgarité dépend des personnages et de ce qu'ils disent en réalité, et surtout des photos choisies. Vous voyez, on peut la pipolisation, lorsqu'elle est choisie, qu'elle est encadrée, c'est une chose. La paparazzade, si vous voulez, c'en est une autre. Parfois, les paparazzades sont extrêmement. Alors, en plus, oui, il y a la subtilité de la fausse paparazzade. Donc, je pense que de toute façon, c'est le sens de la vie. Et puis, depuis la nuit des temps, les gens ont envie de savoir ce que les grands de ce monde font de leur vie, et c'est tout
tout à fait normal. Après, moi, je ne suis pas en train de hurler, je suis comme vous, moi, ça dépend de qui est pipolisé et la façon dont il parle et qu'est-ce qu'il a apporté comme valeur. Voilà. Pourtant, c'est ma copine, hein, c'est vraiment mon amie, Ségolène, mais je trouve par exemple que c'est elle qui lance vraiment le truc en 92 quand elle fait venir Paris Match quand elle vient d'accoucher de Flora en 92. Là, je trouve que c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment les photographes dans la maternité. Mais bon, c'est elle vraiment qui perce le mur en réalité. Voilà, il faut garder la mesure. Mais moi, j'aime bien lire les histoires des gens. Et même sur cet événement, Françoise, rappelez-vous, je suis plus indulgent que vous à l'égard de Ségolène, parce que ce qui m'avait touché, c'est que elle n'inventait pas un sentiment maternel. Je veux dire, c'était la première fois. Elle ne. Bien sûr. Bien sûr. Mathilde Saïdi, en termes de communication. Bah écoutez, je partage ce point de vue. Moi, ça me dérange pas. Tout dépend de qui est mis en scène et comment il est mis en scène. Ouais, c'est ça. Voilà, tout dépend du comportement qu'a la personne. Et je pense qu'on est nombreux, comme nombreux de Français, à s'intéresser à la vie de nos ministres, de ceux qui nous dirigent. Donc on est tous un petit peu curieux. Et là, en l'occurrence, on aime bien regarder par le trou de la serrure. Absolument. Et là, en l'occurrence, Marlène Schiappa, qui se trouve ne pas être ma copine, mais je trouve que là c'est naturel et puis c'est normal qu'elle ait quelqu'un dans sa vie et qu'elle veuille en parler. C'est très bien, il n'y a pas de vulgarité dans la manière dont elle présente. Alors justement, là sur le trou de la serrure, justement, c'est ça la limite. Tu voyais, Cécile, moi je pense qu'à un moment donné, c'est le trou de la serrure, c'est-à-dire, je parle vraiment de la paparazza, de la vraie paparazza, des gens qui se font lever. Je me souviens, évidemment, ça ne peut pas être mon ami politique Florian Philippot, mais j'avais détesté la façon dont on l'avait outé. À la une de gala, voilà. Donc ça c'est crade. Et pour le reste. Ou Hollande sur le scooter. Hollande sur le scooter, n'en parlons pas. Ça a des trucs inquiétants d'ailleurs. Ce qui peut servir aussi de mon point de vue de partage, c'est quand je sens que l'article est de pure complaisance. Ça m'agace, alors qu'il peut y avoir des articles sur la vie personnelle des gens, mais qui ne sont pas forcément hyperboliques. Bon, en tout cas, on ne dira rien de la relation entre Philippe Bilger et Monica Bellucci. C'est pas. Mais vous savez, ma chère Cécile, qu'elle est malheureusement prise. Mais oui, mais on ne dira rien. Par un gars d'ailleurs qui est très bien. Mais moins que vous. Ah non, il est très très bien, il faut être juste. Donc Monica, 0826 300 300. Philippe Bilger est disponible et prêt à vous accueillir avec vos bagages. Il n'est pas disponible. Mais il adore sa femme. Mais c'est pas grave. Ça peut pas être un candidat. Mais même je sens que ça le crispe une plaisanterie là-dessus. Je sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Parce qu'il est joueur. Non, je sens que ça il n'aime pas. Mais celui qui vit avec elle, j'ai retrouvé, c'est le gars qui a fait Arthur, là, vous savez, le Tim Burton. Tim Burton, exactement. Vous restez avec nous dans un instant. Pour le pouvoir d'achat, le panier anti-inflation est-il la solution? Hausse des prix jusqu'à 20% dans les supermarchés, ce sera l'objet de notre grand débat du jour. Vous voulez vous inscrire? 0826 300 300. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. L'ambiance est déjà très bonne avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Madi Saïdi. On est ravis de vous retrouver. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Ça irait bien. Ouais. C'est qui nous? Si avec nous trois, je dis ça irait très bien. Là, il y a personne en trop. On est exclus, je crois. Non mais vous inquiétez pas. On va dégainer les cartons rouges à la Degois là. On n'est pas contre l'exclusion, il faut être juste. Et vous connaissez cette expression? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est eux, visiblement. Nous, on n'a rien. C'est elle qui lance la grève générale. La prise de pouvoir et c'est fini. Allez, dans un instant, on parlera de cette hausse des prix jusqu'à 20% dans les supermarchés avec cette question pouvoir d'achat. Le panier anti-inflation est-il la solution pour l'instant? Eh ben, vous nous dites non à 92%. On vous attend au standard. Tout de suite, 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et donc ces 3 mots sont ZAD, syndicaliste et conseiller. Et ici, c'est pas une ZAD, mais la République, lance Gabriel Attal pour l'arrivée de la réforme des retraites devant les sénateurs. Les députés apprécieront. Une syndicaliste d'Areva, ligotée, violée et scarifiée en 2012, puis accusée d'avoir tout inventé. La France insoumise réclame une commission d'enquête parlementaire après la sortie d'un film sur son histoire. Et puis, le nouveau conseiller très spécial du gouvernement roumain, une intelligence artificielle. Les vraies voix Sud Radio.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Non, je parle pas de vous, je parle du Sénat. On y est bien avec des gens bien élevés, pas comme chez ces malotrus zadistes de l'Assemblée nationale. Voilà, en substance, la teneur du discours de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, tout à l'heure pour l'arrivée de la réforme des retraites devant la Chambre haute. Nous voilà devant vous cet après-midi et c'est, j'allais dire, le cycle naturel des lois financières. Après l'Assemblée nationale vient le temps du Sénat. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison. Gabriel Attal devant les sénateurs tout à l'heure. Dès l'ouverture des débats, le gouvernement a tendu la main à la droite majoritaire au Sénat. De son côté, la présidente du groupe communiste exprime le devoir de la gauche de manifester son opposition la plus vive dans cet hémicycle. Pendant ce temps, du côté de la CGT, électriciens, gaziers, raffineurs, cheminots, dockers, ouvriers du verre et de la céramique appellent à monter d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites et à mettre, je cite, la France à l'arrêt le 7 mars, c'est-à-dire mardi. Je sais qu'ici, la droite va faire passer ma réforme et que je vais tout lui lâcher parce que si elle passe pas, de toute façon, mon quinquennat est terminé. Voilà. Le discours de Gabriel Attal, c'est assez, il est grotesque. En fait, je trouve qu'il s'abîme, en fait, Gabriel Attal. Là, il va nous vendre l'extraordinaire génie démocratique du Sénat, déjà, l'élection du Sénat, l'extraordinaire démocratie de cette loi utilisée avec le 47.1 qui ne sera pas votée par l'Assemblée, l'extraordinaire comportement de ces sénateurs bien habillés, qui s'enfonce dans les moquettes épaisses de 15 cm. Oh là là, mais quelle comédie ce gouvernement. Gabriel Attal, il est talentueux. Je lui reproche un petit politiquement correct lorsqu'il parle des extrêmes. C'est l'extrême gauche qui a créé le désordre. Ça n'est pas l'extrême droite qui s'est tenue formellement de manière irréprochable. Et donc, même si on peut partager l'indignation de François sur le fond, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est deux univers radicalement différents. C'est pas du tout le même mode d'élection. C'est carrément deux univers et il n'a pas tort. À l'Assemblée nationale, on était dans une ZAD. Moi, je suis choquée du comportement que peuvent avoir certains députés à l'Assemblée nationale. Ça commence d'entrée de jeu avec la tenue. Je suis désolée, le minimum... Je suis désolée, mais le minimum, c'est quand on va à l'Assemblée nationale, c'est se respecter soi-même, d'arriver dans une tenue correcte. Et pour preuve, tous ces députés, quand ils vont à un entretien d'embauche, ils y vont pas habillés comme ils y vont. C'est bien la preuve que c'est respecter les gens. Et là, je trouve qu'au Sénat, évidemment, c'est deux lieux, deux ambiances. Ça va être beaucoup plus soft et on va être devant des parlementaires responsables. Et bing. Bing. Voilà. Autre sujet. Qui ne réformeront bien sûr pas leur système de retraite à eux. Autre sujet, un scandale d'État, le mot est lâché. La France Insoumise réclame une commission d'enquête après la sortie du film La Syndicaliste. Un film qui raconte l'incroyable histoire de cette femme ligotée chez elle, violée et scarifiée en 2012, puis accusée d'avoir tout mis en scène. Maureen Kearney, syndicaliste chez le géant du nucléaire, Areva, s'opposait à l'époque à un accord entre EDF et un opérateur nucléaire chinois. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous avez des ennemis? Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Il négocie avec des Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Ce serait mieux de me dire la vérité. Maureen Kearney posait des questions, s'inquiétait des transferts de technologie permis par cet accord avec la Chine. En décembre 2012, elle est retrouvée chez elle, ligotée à une chaise, un manche de couteau dans le vagin et une lettre A scarifiée sur le ventre. S'ensuit un calvaire judiciaire pour elle, car c'est elle qui se retrouve condamnée en première instance, accusée de mythomanie, d'avoir tout mis en scène. Elle sera finalement relaxée en 2018, mais son agression n'a connu aucune autre suite judiciaire. Pas de suspect, pas de condamnation. Épuisée, l'ancienne syndicaliste retire sa plainte en 2019. Sauf que désormais, une autre femme témoigne d'une agression étrangement similaire, l'épouse d'un cadre de Veolia, elle aussi agressée et scarifiée chez elle. De quoi relancer l'enquête, même si Maureen Kearney explique sur France 5 ne plus avoir l'énergie pour se battre aujourd'hui. J'ai envie que l'enquête soit relancée. Moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie d'être face à la justice. Car ces 6 ans étaient longs, difficiles, douloureux.
Quand on vit dans la peur et dans la terreur viscérale, on ne vit pas en fait, on survit. Moi, je ne suis pas prête à renoncer à la paix que j'ai trouvée aujourd'hui. Pas de suite judiciaire, mais après avoir vu ce film, La syndicaliste avec Isabelle Huppert, sorti en salle hier, la députée LFI Clémentine Autain a décidé de réclamer une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Tout cela interroge considérablement et j'avoue que à la fin du film, je pleurais, j'étais scotchée sur le siège. On peine à imaginer qu'en France, au XXIe siècle, on se retrouve avec une histoire pareille, aussi sordide, un enfer qu'a traversé cette femme et avec elle beaucoup d'enjeux sur notre démocratie, sur notre indépendance, souveraineté énergétique en matière de nucléaire qui est bafouée. On se demande vraiment comment une telle histoire est-elle possible? La France insoumise en appelle désormais à la majorité présidentielle pour permettre une commission d'enquête. Le film La syndicaliste de Jean-Paul Salomé est adapté d'un livre enquête de la journaliste de l'Obs, Caroline Michel-Aguirre. Philippe Bilger, c'est terrible. Je n'ai pas vu le film encore, mais j'ai envie de le voir parce que j'avais lu une critique dans Le Monde qui expliquait l'ambiguïté de cette femme parce qu'à un moment donné, elle n'était pas loin de s'interroger sur la possibilité de son propre consentement à ces horreurs. Et ça doit être un film tout à fait passionnant. Oui. Commission d'enquête parlementaire. Pourquoi pas? Je pense que la majorité se grandirait à le faire. En tout cas, il faut éclaircir cette histoire. Il faut éclaircir cette histoire. Oui, il y en a deux avec Veolia. Oui, donc moi, ce qui me trouble, c'est Veolia. Et puis, j'ai entendu le témoignage de cette syndicaliste. Elle m'a véritablement bouleversé. Et sur la question du film, évidemment, Isabelle Huppert dans ce rôle, j'imagine ce que ça peut donner. Immense actrice. Madi. Oui, pourquoi pas. Oui, il faut éclaircir des choses, il faut aller plus loin, en tout cas, que là où on s'était arrêté. Et effectivement, c'est impressionnant. Moi, c'est choquant. Je n'ai pas encore vu le film, évidemment. Mais oui, c'est fou que ce soit un film qui doivent dénoncer. Mais malheureusement, on est aussi dans un livre. Oui, il y a eu un livre, mais il n'y avait pas eu tellement d'effets. On peut entendre quand même ce qu'elle dit, ses arguments. Le sentiment qu'elle est brisée par la machine, elle est brisée par le poids de l'institution. Attention, Veolia, c'est vrai que Veolia, ça nous interroge. Oui. Ça a duré 6 ans, tout de même. Oui, c'est long. Ok, et on termine rapidement avec ce conseiller très spécial du gouvernement roumain. Je voudrais commencer la réunion par une surprise, a lancé le Premier ministre solennellement avant de présenter ION. Sa particularité, c'est une intelligence artificielle. ION, premier conseiller utilisant l'intelligence artificielle, désormais chargé de décrypter les réseaux sociaux pour le gouvernement roumain. Il est très poli. Bonjour, vous m'avez donné la vie. Mon rôle, c'est désormais de représenter les Roumains comme un miroir, a-t-il expliqué au ministre. Sa mission, donc, informer le gouvernement en temps réel des propositions et des souhaits des Roumains. Eh ben dis donc, si ça arrive chez nous... Ça promet. Tant que ça reste pour décrypter les réseaux sociaux, oui, ça va. On a un président qui n'écoute pas, pourquoi pas une intelligence artificielle non, on est sûr qu'elle écoutera, parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu Philippe et moi, l'intelligence artificielle. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on va revenir sur le pouvoir d'achat. Le panier anti-inflation est-il une solution? Pour l'instant, vous dites non. Avec cette hausse des prix annoncée de 20% supérieure dans les supermarchés. On revient dans un instant, 0826 300 300. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Ça rigole beaucoup. Philippe Bilger est avec nous. Françoise de Gaulle est avec nous. Madi Saïdi est avec nous. Si vous saviez ce qu'on raconte, nous. C'est ce qui est dingue. Conseillère en communication d'influence. Et je rappelle ce livre, auteur de La France venue d'ailleurs, publié chez Stock. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 6,2%, c'est celui de l'inflation pour l'année 2022. Et pour les produits alimentaires, la hausse des prix est bien supérieure, plus 12%. Il ne doit pas y avoir et il n'y aura pas de mars rouge. L'État, il protège nos compatriotes contre l'inflation. Le panier anti-inflation que le gouvernement souhaite mettre en place. Une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants. Parmi lesquels des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des produits d'hygiène, des produits frais, de l'épicerie et des surgelés. Moi, je leur propose de faire une action collective ensemble à partir du mois de mars pour 3 mois pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits collectivement et concomitamment pour que les gens puissent aussi se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation.
Le pouvoir d'achat, le panier anti-inflation a-t-il la solution? Pour l'instant, vous dites non à 93%. 0826 300 300 avec la hausse des prix jusqu'à 20% dans les supermarchés. Pour le mois de mars, le gouvernement a promis de casser le prix quotidien. Le ministre délégué au commerce, Olivia Grégoire, a proposé la mise en place d'un panier anti-inflation, une musique en tout cas, ou une mesure qui fait pas du tout l'unanimité, Philippe. Non, absolument. Les enseignes rejettent d'ailleurs cette idée, disant faire déjà beaucoup de promotions avec les prix bloqués, les remises de cartes de fidélité et les rayons anti-gaspi. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, critique aussi cette mesure du gouvernement et propose plutôt un chèque alimentaire pour soutenir les foyers les plus modestes. Alors pour vous, l'inflation, vous n'en pouvez plus. Il faut ce panier anti-inflation où vous dites que c'est une mesure qui est de la poudre de perlimpinpin. On vous attend au 0826 300 300. Avec nous pour en débattre, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, auteur de Les entrepreneuses de légende, qui parle d'entrepreneuses très très connues, Oprah Winfrey, Estée Lauder, etc. Et un livre beaucoup plus drôle, Apprenons l'économie avec Michel Audiard, avec des citations d'Audiard, et ça mérite d'être lu. Bienvenue. Merci, bienvenue. Philippe Bilger, sur ce panier anti-inflation, est-ce la solution selon vous? Alors, à partir du moment, encore une fois, où je ne peux pas émettre un avis péremptoire là-dessus, sinon constater de manière claire, éclatante, que c'est vrai que le panier alimentaire a terriblement augmenté. Ouais. J'ai des expériences personnelles qui me le démontrent. J'aurais tendance, mais encore une fois de manière très superficielle, à être plutôt du côté de Christiane Lambert. Il me semble que c'est peut-être plus efficace d'aider les ménages les plus modestes, quitte à faire durer cette aide, que le panier anti-inflation. Mais sans certitude. Oui, Françoise Degois. Si on avait bloqué les prix alimentaires, on n'en serait pas là. Je rappelle, quand évidemment la gauche a proposé cela, et que bien sûr ça a été retoqué et par Marine Le Pen et par la majorité relative actuelle, et la droite bien sûr, on n'en serait peut-être pas là. Et la gauche avait proposé ça, il n'y avait rien d'insultant. Raymond Barre l'a fait en son temps en 76 avec le plan Barre. Donc je veux dire que le panier anti-inflation, ça fait longtemps qu'Olivia Grégoire en parle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans en réalité. On voit bien que sur le plan commercial, la grande distribution essaie de bloquer elle-même ses propres prix. Vous avez un certain nombre d'enseignes sans prix bloqué, etc. Les négociations commerciales, elles sont toujours terribles chaque année, mais cette année, elles sont encore pires. Elles se sont achevées le 28, avant-hier. Elles ont été terribles parce que chacun accuse, c'est habituel, mais encore plus l'autre de piller l'autre en réalité. Et là, on peut entendre le discours des grandes surfaces qui disent à la fin, nous on peut pas répercuter ce que vous nous demandez comme effort à cause du prix, l'augmentation du prix des matières premières, les industriels et les agriculteurs. Donc il faut presque, j'ai envie de dire, une ingérence de l'État qui soit autre chose que les déclarations au petit bonheur la chance de Bruno Le Maire. Il n'y aura pas de Mars rouge, bien sûr qu'il va y avoir un Mars rouge, il va y avoir un Mars rouge social qui va converger avec un Mars rouge de l'inflation. Donc ça sert à rien ces mots. Il faut agir et il n'y a aucune action du gouvernement. Madi Saïdi. Alors je ne sais pas si ça sera efficace. En tout cas, c'est une amorce de solution. Mais je pense qu'effectivement, on a toujours le même problème. Le gouvernement qui refile la responsabilité, évidemment, aux grandes enseignes. Et ce panier, en tout cas, il est attendu. On en entend parler. Je ne sais pas si vraiment il sera efficace. Je ne sais même pas s'il va intervenir. Mais pour moi, c'est encore une solution. C'est un peu un trompe-l'œil pour dire on vous donne ça en attendant de. Et ça ne réglera pas le problème. Et pour combien de temps, surtout. Donc je pense que c'est une amorce de solution. Je ne suis pas sûr qu'elle soit viable. Sylvain Bersinger, vous êtes économiste chez Asterès, on a cité vos 2 derniers livres. Selon le PDG de Système U, Dominique Schelcher, les négociations achevées avant-hier devraient se traduire par une inflation de 10% au premier semestre 2023. 10%, c'est énorme, c'est le retour aux années 70 ? Alors oui, je ne sais pas s'il parle de l'inflation dans son ensemble ou que de l'inflation alimentaire ou de certaines parties. Je pense l'ensemble, parce que l'inflation alimentaire elle est plus élevée. Oui, l'inflation globale. Non, ça j'y crois pas trop. Là on était à 6,2 donc en février, donc les prix de février 2023 par rapport à février 2022. Mon sentiment, mais quand on fait ce genre de pronostic, on se trompe à peu près tout le temps, c'est qu'on a atteint le pic. Je pense qu'on va vers une baisse de l'inflation, ce qui ne veut pas dire une baisse des prix. Baisse de l'inflation, c'est une baisse du rythme auquel augmentent les prix. À mon avis, février a été un pic. Je pense que l'inflation, je ne dis pas les prix, l'inflation va baisser progressivement tout au long de 2023. À quel rythme, évidemment, j'en sais rien. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est un peu technique, un peu jargonneux, c'est ce qu'on appelle un effet de base.
C'est-à-dire que l'an dernier, les prix ont commencé à flamber, notamment l'énergie, en mars 2023, après la guerre en Ukraine. Et donc, ce qu'on appelle l'effet de base, ça veut dire qu'à partir de... en mars 2022, je crois que je me suis trompé sur l'année, à partir de mars 2023, quand on va comparer l'inflation par rapport à mars 2022, on va la comparer par rapport à un mois qui aura déjà augmenté. Donc si on parle en termes de chiffre d'inflation, je pense que le rythme de l'inflation, que l'inflation va baisser. Ce qui ne veut pas dire que les prix vont baisser. J'ai une question, bien sûr, on a tous bien compris cela, mais en même temps c'est une subtilité qui échappe complètement à l'opinion, parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait une baisse de la hausse des impôts. Ça, je me souviens des grands cours de Pierre Moscovici, on ne comprenait rien. Pourtant c'est manquant, mais alors là vraiment, c'était aussi en figurique qu'Olivier Véran ce matin sur sa déclaration sur les grèves, ou hier. Bon. Mais en réalité, restons sur l'alimentation, le produit de grande consommation. J'écoutais un économiste hier, je lisais des papiers qui disaient que, en fait, au global, on peut même, il y a certains produits, le sucre a déjà fait un jump de 50%, mais il y a des produits de base qui pourraient avoir augmenté à la fin de l'année de 25%. Comment, vous, en tant qu'économiste, on sait très bien qu'il y a une spéculation aussi sur les commodities, les matières premières, mais il y a le prix, mais il y a aussi la spéculation. Comment, vous, économiste, vous dites, on arrête ça? Quelle est votre solution à vous, justement? C'est ça qui m'intéresse. Sylvain Bersinger. Des solutions toutes faites, j'en ai pas. Pourquoi l'alimentation flambe? La raison principale, c'est la flambée du prix de l'énergie. Il faut bien voir que l'alimentation, il y a le prix des matières premières, du blé, etc. Mais l'alimentaire, c'est très énergétique, c'est très énergivore. Les engrais, le four pour le boulanger, les frigos pour le supermarché, etc. Donc, pourquoi l'alimentation flambe? Pour une raison assez simple, c'est parce que l'énergie a flambé en 2022. Alors là, elle a baissé, le prix du gaz et de l'électricité ont reflué, mais cette flambée inflationniste, elle s'explique par la flambée inflationniste sur l'énergie a entraîné la flambée inflationniste sur l'alimentation. Oui, mais est-ce que les baisses vont être répercutées? C'est ça la question. C'est une vraie question. Tout le monde a bien compris que c'est ça. Tout le monde, n'importe qui a compris que c'est à cause de la hausse de l'énergie essentiellement. Comment on fait pour permettre de soulager, selon vous, à la base les gens? Je rebondis. Donc sur l'inflation en tant que telle, j'ai pas de baguette magique, personne n'en a. On est importateur net d'énergie, c'est parce que on ne produit pas de gaz ou de pétrole en France, on est obligé de l'importer. Les cours mondiaux ont flambé pour des raisons qui ne sont totalement indépendantes de nos volontés ou de celles du gouvernement. On est preneur de prix sur le prix de l'énergie. Donc après, bien sûr, il faut investir à long terme pour que on ait moins besoin d'importer d'énergie, pour qu'on produise plus d'électricité, pour que face à la transition énergétique, etc. Mais il faut bien voir que dans la situation actuelle, il n'y a pas de baguette magique. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui ont des baguettes magiques et qui disent on va bloquer les prix et tout sera réglé. Ça ne marche pas. La Hongrie a essayé de le faire. La Hongrie l'a fait en 2022, ça n'a absolument pas marché. En 76, ça a marché. Alors peut-être en 62. Mais bien sûr, la situation n'était pas la même. Il n'y avait pas de marché unique européen, etc. La Hongrie, en fait, Cécile, vous avez répondu de manière anticipée à la question que je voulais vous poser. Quelle était la cause de cette inflation? Vous l'avez très bien dit. Donc l'Ukraine a quelque chose à voir là-dedans. Bien sûr. Alors tout de même. Pas que. Je pense que quand Michel-Édouard Leclerc dit l'Ukraine a bon dos, je pense qu'il a aussi raison. Alors, vous pensez que l'Ukraine a bon dos, ou vous pensez que... C'est Michel-Édouard Leclerc qui le dit. Comme l'a dit Michel-Édouard Leclerc, vous dites que non, c'est uniquement l'Ukraine. Appelez-nous au 0826 300 300, on vous attend. Allez-y, je pense que la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'approvisionnement en gaz, etc., sont une explication. L'inflation avait commencé à bourgeonner avant la guerre en Ukraine. Puisqu'en sortie de crise Covid, on avait une reprise économique très forte. Il y avait des tensions sur les chaînes de valeur. Le prix du fret est envolé. Maintenant, il est retombé à ses niveaux de 2019. On est revenu grosso modo au niveau d'avant-crise. Donc l'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine, avait commencé à bourgeonner. Il faut voir qu'entre le moment où les prix de l'énergie augmentent et le moment où ça se répercute sur les prix en rayon dans les supermarchés, il y a plusieurs trimestres. Parce qu'il y a tout un tas de contrats qui sont fixés, qui ne sont pas renégociés tous les jours, parce qu'il faut que le temps que cette hausse de prix se répercute sur l'ensemble de la valeur. Et ça marche aussi à la baisse. Là, les prix de l'énergie ont beaucoup baissé à l'automne 2022. Le temps que ça commence à se voir dans les prix... Voilà. Alors, à la pompe, ça va plus vite. Mais dans les prix, dans les supermarchés, les biens, les services, ça prend plusieurs trimestres, un an, parfois un peu plus. Donc, cette inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine. Évidemment, la guerre en Ukraine, la flambée du prix du gaz notamment et de l'électricité qui en dépend, ont effectivement et évidemment été un deuxième choc inflationniste. Mais pour le panier anti-inflation, Françoise, est-il la solution? On a Serge en ligne, 0826 300 300. Serge, vous voulez réagir?
Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Je voulais demander à monsieur Sylvain Versinger si l'euro ne s'est pas un peu déprécié. C'est-à-dire qu'en plus, on a une monnaie faible peut-être, non ? Et comme on paye nos matières premières en dollars, en particulier le pétrole, la question de Serge est très intéressante. Par exemple. Oui, alors je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, sur 2022, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Et l'auditeur a raison, on paye le pétrole en dollars. Et donc, quand l'euro se déprécie, la facture pétrolière se renchérit. Cela dit, depuis quelques mois, l'euro s'est plutôt réapprécié face au dollar. Donc ce mécanisme marche un petit peu moins. Mais sur 2022, cet effet change a joué négativement. Alors c'est pas gigantesque, hein, mais effectivement ça a joué. Mais depuis quelques mois, ça s'est arrêté, voire ça allait dans l'autre sens. Donc il faut nuancer. On a quand même une monnaie solide. Je sais bien qu'il est de bon ton de taper sur l'euro, mais d'une certaine manière, heureusement que nous avons l'euro entre guillemets, en tout cas dans le bon sens. Moi j'ai vraiment la question, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la spécialité. Selon vous, spécialiste de la spécialité, c'est pas mal. Nous cherchons. Mais non, mais tout le monde cherche des solutions. Vous dites, j'ai pas de baguette magique. Mais aujourd'hui, face au désarroi, franchement, je faisais le marché, un kilo de poire à 5,99 €. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'on est sérieux, franchement ? Moi, je pense que, en fait, je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire, le gouvernement doit effectivement agir. Il y a bien sûr des Français modestes qui n'arrivent plus à remplir leur caddie, mais je pense que les aides doivent être ciblées. Je suis très, très sceptique des aides globales de type on va baisser la TVA. Parce que tout le monde en profite, même les plus aisés. Même ceux qui n'en ont pas forcément. Oui, mais ça coûte très cher à l'État. Ce qu'il faut voir, c'est que l'État n'a pas des ressources illimitées. Si vous mettez des aides pour tout le monde, baisser la TVA, c'est mettre des aides pour tout le monde, même pour les entreprises, parce qu'elles ne répercutent pas l'intégralité des baisses de prix. Et il faut bien voir qu'on a aussi un problème budgétaire. Là, le déficit public est de 5% du PIB, c'est quand même élevé. On ne peut pas durablement... Surtout après quoi qu'il en coûte. Surtout après quoi qu'il en coûte. Si c'est pour faire des accrochetis et des chèques de 100 €, ça sert à rien. Alors ça peut être des chèques de 200 ou 300 €. Ça sert à rien, les chèques de 100 € pour une famille de 4 personnes, ça soulage une semaine, on est d'accord, Cécile. Mais je pense qu'il faut aller sur des aides ciblées aux ménages qui sont réellement en difficulté. Les aides globales, vous aidez absolument tout le monde, ça coûte très cher à l'État, et il y a plein de gens qui sont des cadres supérieurs, chefs d'entreprise ou autres, qui peuvent très bien payer un peu plus cher, parler du prix du kilo de poire, qui peuvent le payer un peu plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de profiteurs ? Parce que quand on parle de voilà, pardon Françoise, mais de ces poires à presque 6 kilos 6 € le kilo. Il y a des profiteurs, on est d'accord. De crise, c'est évident quand même. Il y a toujours ce terme, qu'est-ce qu'on entend par profiteurs de crise ? Des gens qui utilisent le climat pour augmenter. Des restaurateurs font ça. En réalité, on va récupérer aussi le Covid. Il est anormal aujourd'hui qu'à Paris, vous payez dans beaucoup de restaurants votre entrecôte à 32 €. C'est pas vrai que c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est pas vrai. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire pour voir ça, c'est de regarder les marges des entreprises globalement. Alors effectivement, il y a des entreprises dans l'énergie qui ont gagné beaucoup d'argent avec la flambée des prix de l'énergie. Ça, je le nie absolument pas. Ah ben c'est bien. Si on regarde... Vous n'êtes pas pour la redistribution, vous, bien sûr. Alors, attendez, ça c'est un autre sujet. François, on a une minute. On va prendre chacun des sujets. Si on regarde les marges moyennes des entreprises, elles ne sont pas envolées. Et même, elles ont plutôt légèrement baissé. Après, on pourrait aller dans les détails. Mais globalement, elles ne se sont pas envolées. Donc dire que massivement, les entreprises ont envolé leurs prix pour envoler leurs marges. Quand on regarde les chiffres nationaux de comptabilité nationale, ça ne se voit pas. Mais on ne dit pas ça, personne ne dit ça. Mais évidemment que Total a envolé ses prix. Oui, absolument, j'espère dire quelque chose. Je voulais dire qu'effectivement, pour moi, je pense qu'il vaut mieux aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et dans ce cas, on pourrait les aider vraiment et plus en termes de panier que des consommations. Chèques alimentaires. Ça peut être 300, 400 € plutôt que d'aider des gens qui franchement n'en ont pas besoin. Ouais, mais c'est pas une ont les moyens de faire ça. Mais ça peut pas être sur du long terme. Effectivement, ça peut être quelque chose en attendant de trouver mieux. Mais la France qui va bien, les gens qui gagnent plus de 4 000 € représentent une infime partie de la population française. La population française, pour ça que moi je suis pas d'accord avec votre discours à tous les deux. Vous dites les gens qui vont bien, mais les gens qui vont bien, quelqu'un qui gagne 5 000 €, il y a peut-être 1% de la population qui gagne plus de 5 000 €. Aujourd'hui, qui est-ce qui galère ? C'est même la classe moyenne supérieure. Elle galère sérieusement. Bien donc sûr. Le grand discours, il faut aider tout personne. Non, on ne dit pas qu'il faut aider personne. On ne dit pas qu'il faut aider personne. On ne dit pas qu'il faut aider personne. On dit qu'il faut aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Tu fais comme si. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont de la classe moyenne supérieure qui sont désormais maintenant dans le besoin. Et dire tout le monde va en profiter. Mais il y a effectivement des nouveaux pauvres. Il y a des nouveaux pauvres, des gens qui galèrent. Néanmoins, quand on est français moyen ou classe supérieure moyenne,
moyenne. Moi, j'ai des amis on est franchement pas dans le cas du smicard qui a 4-5 enfants. On n'est franchement pas dans le cas du mec qui est au RSA. Mais non, mais oui. Mais c'est pas vrai. Quand t'as un couple de professeurs avec le prix pour faire bouffer 2 ou 3 enfants, quand t'es professeur, il y a 4 000 € qui rentrent dans un ménage. Je pense que ça 3 enfants, et bah tu galères. Françoise m'a dit, je pense que ça dépend aussi de la situation géographique. De là où on est, du prix du loyer. On paye le loyer, absolument. Merci en tout cas Sylvain Bersinger d'avoir été avec nous, économiste chez Asterès, avec ses 2 livres. Apprenons l'économie avec Michel Audiard, c'est très drôle, et les entrepreneuses de légende. Parce qu'il s'appelle Torix, parce que Bersinger. Bersinger Torix, personne ne rit. On me l'a déjà fait. C'est ça le problème. Vous restez avec nous. Je la connaissais pas. Restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu, avec une nouveauté. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est à ce moment-là que tout bascule. Voilà. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le momentum. La crête. Voilà. L'acmé, la ligne, le bouquet. La ligne de crête. C'est-à-dire que ça bascule d'un côté ou dans l'autre. Mais de toute façon, dès que 2 côtés, il y a des ravins. Donc comme c'est pas le problème, c'est un petit peu le souci. Alors, Serge qui était avec nous. Serge, vous êtes avec nous, je vous explique. On a un quiz comme d'habitude avec des questions. Vous choisissez avec qui vous voulez. Et à la fin de ce quiz, nous avons la possibilité, si on voit que finalement l'un des 2 côtés a énormément de points et pas l'autre, on vous propose un gaze ou pas gaze. Le gaze, c'est faux. Le pas gaze, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mort subite. C'est-à-dire que vous avez 5 questions, vous répondez extrêmement rapidement. Non, mais c'est honteux. Et pas. Ça, c'est vraiment. C'est un système anti-vainqueur de quiz habituel. L'idée de Cécile, et je lui rends hommage, cette idée est géniale. Oui, Françoise, je suis contente, mais je trouve ça dégueulasse comme vous, mais je trouve ça drôle. Voilà. Il n'y a aucune raison que Serge, on joue contre Madi, contre Françoise ou contre Philippe? On joue contre qui? Allez, contre Françoise. Contre Françoise. Voyez, tiens. Je trouve que vous êtes une mauvaise supportrice de l'OM. Il faut gagner. Attention, on démarre. Question british. Quelle décision a pris le roi Charles III à l'encontre de Meghan? Supprimer la résidence anglaise. Ouais, bonne réponse de Philippe Bilger. Rien, pipe. J'ai compris là. J'ai même pas eu le temps de répondre. Charles III a décidé d'expulser Meghan et Harry de leur maison qui avait été offerte par la reine d'Angleterre. C'est ça. Oui. 2 points. 2 points. Là, votre allié Philippe Bilger vous a permis de marquer 2 points. Aujourd'hui. Allez, deuxième question argent. Selon la Cour des comptes, qu'est-ce qui a coûté 634 millions d'euros à la France? Service public, Radio France. Non, 634 millions, non, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est par personne. 634, les fraudes. Non. Une manipulation. Non, absolument pas. On peut donner un indice. Ça a commencé il y a un an. C'est conflictuel, ça a commencé il y a... La guerre en Ukraine. Oui. La livraison d'armes. Non. Les livraisons d'armes. Le manque à gagner. Non, l'accueil. Bon, d'accord. L'accueil des Ukrainiens en France. Ça fait 1 point comme 4 points. Serge l'a dit. Assis dans le casque. J'ai dit des Ukrainiens. Non, c'est moi qui ai dit la guerre en Ukraine. Vous êtes vraiment. Oui, mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Pas la guerre, c'est l'accueil. C'est l'accueil. C'est la guerre en Ukraine. Vous n'étiez pas assez précise, ma chère. Attention, c'est une question Kikadi. 3-0. Sur les déclarations d'Olivier Véran concernant la réforme des retraites et la mobilisation du 7 mars, Kikadi, je ne sais pas ce qu'a fumé Olivier Véran. Patrick Caner ce matin. Bonne réponse. Bravo. Je ne sais pas ce qu'avait fumé avant son interview M. Véran, mais... Qui était chez Patrick Roger ce matin. 3-2. Allez, question. Et ensuite, tous. Question culture. Qui rêve d'une plateforme gratuite avec les incontournables de la culture? Bonne réponse de Françoise Degois. La question. Voilà, qui rêve d'une plateforme gratuite avec les incontournables de la culture. Qu'elle a chopé à Dominique de Villepin. Qu'elle a prise à Dominique de Villepin. Qu'elle a prise à Dominique de Villepin. Il en avait parlé quelques jours avant. Excusez-moi, est-ce que nous pouvons avoir les résultats? 4-3 pour Françoise Degois. 4-3 pour Françoise Degois. Nous avons la possibilité. Tu vois, c'est un truc anti-Degois. De faire un gaze ou pas gaze. On va le faire. C'est-à-dire que Serge, écoutez-moi bien. Pour l'instant, vous êtes perdant. Ou vous choisissez quelqu'un de votre camp pour répondre à gaze ou pas
pas Guez, et s'il gagne, eh ben c'est vous qui gagnez, ou vous choisissez Françoise qui confirme sa victoire ou qui infirme sa victoire. Non, on va choisir quand même. Allez-y, c'est vous qui choisissez. Vite, dépêchez-vous. Qui ça? Eh ben, vous posez les questions et je vous dis... Non, mais on choisit Françoise, Philippe Bilger ou Madi? Vite. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Donc, Philippe, Guez, c'est faux. Pas Guez, c'est vrai. Attention. En fait, là, j'ai gagné les quiz. Attention, top chrono. Je peux pas jouer, moi. 41 ministres en France. Guez ou pas Guez? Guez. Bonne réponse. 12 mandats présidentiels de la 5e République. Guez ou pas Guez? Pas Guez. Hôtel de Crillon, résidence de la présidente de l'Assemblée nationale. Guez ou pas Guez? Pas Guez. C'est faux. Guez. Oui. Guez, Bruno Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. Faux. C'est faux. Guez. 438 sénateurs. Guez ou pas Guez? Faux. Oui. Eh ben, 5 sur 5. Non, c'est pas vrai. C'est une excellente Bon, Serge, vous avez gagné. C'est dégueulasse. Non, elle permet de montrer que dès qu'il faut du savoir, Serge, je vais utiliser un mot que les Marseillais adorent et moi les Parisiens. Vous avez fait une remontada sur Françoise de Gois énorme. Bravo Serge. Je ne veux plus jouer au quiz. Philippe, bientôt je vois que mon financier, là où ils vont faire une démontada, ils sont en train d'investir en Angleterre. Alors, il faut commencer à avoir peur. Merci Serge, vous restez avec nous. Allez, on revient dans un instant. A tout de suite dans les vrais voix, ça s'engueule. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes ravis avec Philippe David de vous accueillir. Nous sommes ravis. Bien entendu, avec Françoise de Gois qui est là, qui ronchonne parce qu'elle a perdu. Et Franchement, je m'en fous. En fait, bizarrement, on n'est pas vraiment mobilisé dans le quiz et pourtant on râle quand on a perdu. Non, mais je râle pas parce que j'ai perdu, j'ai horreur de vos règles. C'est tout, c'est qu'on peut plus s'amuser jusqu'à la fin. Moi aussi, c'est un truc très enfantin. Mais François, c'est à votre âge mental, 4 ans à peu près. C'est ça, et vous, alors vous n'êtes même pas au stade fœtal. Alors, si vous voulez, c'est vraiment l'infirmerie qui se fout de la charité. Vous n'êtes même pas né, donc. Vous n'êtes même pas conçu dans l'esprit de vos parents. S'ils avaient su, ils l'auraient fait autrement. Mais je suis assez d'accord avec toi. Un peu moins versé près du mur. Tu vois. Pas de court-circuit en la couveuse. Toutes ces gentillesses, bien sûr. Tout ça est fait par des professionnels. Vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. En tout cas, Françoise de Gois est avec nous, Madi Saïdi est avec nous et bien entendu Philippe Bilger est avec nous. Allez, tout de suite, le coup de gueule de notre ami Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de gueule contre les justiciers, et je mets des guillemets à justiciers, des réseaux sociaux. Depuis quelques jours, Muriel Robin se fait traîner dans la boue sur les réseaux sociaux pour une raison. Elle est l'amie de Pierre Palmade. Alors, pourtant, elle n'a pas pris sa défense. Elle a appliqué ce qui est, à mon avis, la meilleure méthode dans ce cas de figure, le silence. Mais maintenant, on condamne même le silence. Donc, si on dit une chose qui dit A, on est voué aux gémonies. Si on dit une chose qui dit Z, c'est-à-dire le strict opposé, on est aussi voué aux gémonies. Et si on ne dit rien, on est encore et toujours joué aux gémonies. Alors, il faut rappeler qu'on n'est pas responsable des actes de sa famille, de ses amis, de ses proches, et que parfois, dans la vie, c'est mon point de vue, il vaut mieux fermer sa gueule que tweeter des insanités. Sans compter, Philippe, je crois qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir pendant quelque temps parce qu'elle a vraiment été déçue par son attitude. Ouais, et puis mais même voilà, elle est responsable en rien. On commence à mettre en cause le réseau politique qui serait autour de Pierre Palmade parce que La Roque, François Baroin et compagnie. Oui, ça prend des proportions dingues. Françoise de Gois. Ouais, en plus, je crois savoir que Muriel Robin est quelqu'un qui a beaucoup agi pour essayer de sauver Pierre Palmade. Elle fait partie des gens comme
comme Michel Larocque, comme Véronique Sanson, qui ont véritablement agi, qui ont essayé de le pousser à décrocher, qui l'ont alerté depuis des années en disant un jour ça terminera en drame, Pierre, tu es en train de mourir, tu vas tuer quelqu'un. Et véritablement, je pense que sa déception en tant qu'ami, parce que personne ne peut faire le procès à Muriel Robin de ne pas être l'ami de Pierre Palmade. Je pense que sa déception vaut tout, et je pense qu'il faut vraiment lui foutre de la paix. Absolument d'accord avec Philippe David. Foutez-lui la paix à Muriel Robin. Je pense qu'elle doit être tellement malheureuse de cette amitié brisée en plus que voilà. Malheureuse pour lui, de cette amitié. Malheureuse pour lui, pour cette famille, pour tout le monde. Oui, et puis c'est très symptomatique d'une époque en fait. C'est soit vous êtes d'accord avec les gens et auquel cas ça va, soit vous n'êtes pas d'accord avec eux et ils décident de vous trucider sur les réseaux sociaux. Et moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de vendetta. L'amitié qui les lie, ça, elle est connue et elle a le droit de décider de se retirer, de ne pas parler, de ne rien dire. Elle est responsable de rien en fait dans l'histoire. C'est une amitié, voilà. Quand elle a pu être à ses côtés, elle a été. Quand elle a pu l'accompagner, elle l'a fait. Et là, en l'occurrence, il semblerait qu'elle soit l'une des premières à avoir été à son chevet. Et là, elle est fâchée, elle ne parle pas et c'est son droit le plus légitime. Si elle avait parlé, on lui dirait mais de quoi elle se mêle? Celle-là, elle n'était pas là. Ceci dit, au-delà de ça, très rapidement, je trouve quand même qu'il y a quand même très peu de gens en défense de Pierre Palmade. Je trouve qu'il y a des éditions spéciales toute la journée à la télé sur Palmade, des ex-petites amies, des gens qui parlent, qui s'expriment. Et c'est vrai que je suis un peu gêné, mais je pense que le procureur, l'homme de justice qui est Philippe Bilger, pense peut-être là. Je sais que ça va être très compliqué d'arriver et d'essayer d'expliquer le point de vue de Pierre Palmade, mais je suis gêné par ce procès à charge instruit absolument non-stop depuis 3 semaines maintenant. Depuis 3 semaines, H24. Il faut arrêter maintenant. Et moi je suis là, l'impresario, le producteur de Pierre Palmade a poussé un coup de gueule. Je trouve qu'il a raison. Il a dit ça suffit maintenant. Non, c'est vraiment comme si c'était Jacques ceux qui essayent de se faire une publique. Notoriété sur ça, surtout. C'est ça. On n'avait pratiquement rien dit de Magimel, c'était moins grave par là, vous avez vraiment raison sur ce que vous venez de dire. Je pense que évidemment tout est bon pour essayer de se faire connaître, et ça me gêne quand même profondément. C'est quand même pas Jacques Messrine, ok, Pierre Palmade, faut pas déconner quoi. Et tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et rebonjour. Rebonjour tout le monde. C'est quoi cette voix? Il avait fait le lien. Bonjour. Il avait fait le lien entre sécheresse et opposition à la réforme des retraites. Les propos d'Olivier Véran continuent à faire beaucoup parler depuis hier. Oui, alors que la CGT veut mettre le pays à l'arrêt le 7 mars, le porte-parole du gouvernement a fait cet étrange parallèle avec l'état inquiétant de nos nappes phréatiques. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Une déclaration qui provoque l'agacement du patron des sénateurs socialistes, par exemple. Patrick Caner, avec une expression plutôt piquante ce matin dans le petit déjeuner politique de Sud Radio, au micro de Patrick Roger. Très honnêtement, je suis un peu surpris par ces propos alarmistes. Enfin, si j'ai bien compris, le 7 mars est le début de la fin du monde. Nous avons là un prédicateur qui nous dit, mais si vous êtes trop méchants avec nous, le gouvernement, eh bien, la France va exploser, la France va disparaître et la sécheresse va continuer. Vraiment, je ne sais pas ce qu'avait fumé avant son interview Monsieur Véran, mais il faut pas faire peur comme ça aux Français. Enfin, les Français ont le droit de manifester, ont le droit de se mettre à l'arrêt parce qu'ils considèrent qu'ils sont menacés par une mauvaise réforme. Bon, on ne sait pas s'il avait fumé, en tout cas. Il était très bon, en tout cas, n'en déplaise au porte-parole du gouvernement, la plupart des fédérations CGT indiquent encore cet après-midi vouloir monter d'un cran pour cette mobilisation du 7 mars, mardi prochain. Des responsables de droite s'opposent sur les réseaux sociaux à propos de la une d'un magazine. Oui, le magazine L'Incorrect a réuni les chefs des organisations jeunesse de 3 partis de droite, Stanislas Rigaud pour les jeunes de Reconquête, Pierre Romain-Thionnet pour le RN Jeunesse et Guilhem Carayon pour les jeunes d'LR. Ces 3-là ont accepté de se rencontrer pour le journal et de poser ensemble. On les voit tous sourire à la une avec ce titre. Les jeunes coupent le cordon. Union des droites versus logique chiracienne de cordon sanitaire anti-FN. De quoi diviser leurs aînés. François Durovray, président LR du département de l'Essonne, proche de Xavier Bertrand par exemple, s'exclame: inadmissible de mettre en avant des points communs avec les partis d'extrême
l'extrême droite, sans parler de ce qui nous différencie. D'abord, fondamentalement, ces propos amènent une confusion funeste. Je demande à Éric Ciotti de démettre Guilhem Carayon. Le chef des Jeunes LR, de son côté, se défend en disant avoir été piégé par le titre fallacieux, dit-il, du journal, alors qu'il estimait accepter de débattre avec le RN et Reconquête, de débattre et non de pactiser avec eux. D'ailleurs, dans l'entourage du président d'LR, Éric Ciotti, en tout cas, on fait savoir qu'il n'y a rien à redire sur le sujet. Un petit mot de 20 secondes, Philippe, peut-être, ouais. Je ne l'ai pas lu, hein, mais même si on disait qu'il y a des points communs, ça me paraît une évidence. Moi, je pense que c'est moi, je pense que c'est une ligne rouge qui est franchie. J'ai envie d'entendre ce que dit Guilhem Carayon, que j'apprécie beaucoup, qui est extrêmement dynamique. Et je pense que quand il dit qu'il s'est fait piéger, il s'est vraiment fait piéger. Cette poursuite-là de faire toutes choses égales par ailleurs, RN égale la droite, non, c'est ça, c'est absolument pervers et morbide. Je sais bien que c'est le discours ambiant, il n'y a aucune différence. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça n'est pas vrai. Il y a des différences. François, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence. Non, absolument, je pense qu'il s'est fait piéger. Et moi, ça me gêne d'autant plus que j'ai été, moi, porte-parole des jeunes. Et vraiment, quand bien même il peut y avoir des points communs, c'est deux familles politiques complètement différentes. On ne défend pas les mêmes valeurs. Et je pense que c'est important que les choses soient claires. Pour les jeunes, on n'arrête pas de se plaindre en disant que les jeunes ne vont pas vers la politique. Si on continue à brouiller le message, c'est pas demain qu'on aura des jeunes en politique. Bravo. Comme ça, c'est dit. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu dans quelques instants. On fait une petite pause. Et on revient avec nos amis et vous au 0826 300 300, puisque vous êtes ici chez vous. Vous appelez et vous débarquez comme vous voulez. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un grand débat en off, mais déjà voilà. Oui, mais ça débat tout le temps, c'est ça qui est bien, ça passe vite. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre, pardon. Encore de film. Venu d'ailleurs. J'ai ma boule de cristal, tic tic tic. Bon, c'est pas grave. Vous en faites ce que vous voulez. 0800. J'adore elle est toute seule. Elle est drôle, cette Ménibus, j'adore. Et ben vous verrez quand elle sera au cinéma et quand on sera au César tous, parce qu'on jouera dans son film. Tous ensemble. On ira plus loin. Les Virginie et Fira et tout ça. Aux Oscars, carrément. Bonjour les François. Aux Oscars, ça serait aux Oscars, carrément. Est-ce que vous nous voyez débouler les vraies voix? Mais oui, mais vous avez raison, je vois petit, mais bien sûr. Voyons grand, la France en grand. Philippe David arrivant à la cérémonie. La France ensemble, la France en grand. J'adore. On serait tous sublimes. Vous nous voyez. Philippe faisant des calembours en anglais. Ça va être génial. The true voices are here. Yes, excuse me. The tour de table de l'actualité de vrai. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table De l'actualité. Et dans le rôle du meilleur acteur, Philippe Bilger. Second rôle. Non, Philippe, ne vous minimisez pas. Il y a des guest stars. Je vois bien producteur. Alors, c'est quoi pour vous, si l'insécurité croissante est un fait, pourquoi refuse-t-on d'exploiter politiquement la paroisse que les religieuses de la fraternité apostolique bénédictine viennent de quitter? C'est le tour de table que vous avez choisi. Oui, j'ai été frappé par cette nouvelle que cet ordre religieux qui depuis 8 ans était accueilli par une paroisse à Nantes a décidé de partir parce que elles ont indiqué qu'elles n'étaient pas des agents de sécurité et qu'elles n'avaient pas la possibilité de répondre aux défis quotidiens de l'insécurité. Elles n'ont pas dit ça comme ça, franchement. Mais à un moment donné, elles ont dit l'augmentation de l'insécurité est un fait, on en prend acte et c'est avec beaucoup de regrets qu'on doit partir de Nantes et elles refusent absolument toute exploitation politique. C'est tout de même un symptôme qui, à tort ou à raison, démontre que ceux qui font de Nantes, disons, une ville très très insécure, n'ont peut-être pas totalement tort. Françoise Degois. Oui, j'ai vu passer ça, effectivement. Je comprends pas pourquoi elles sont pas protégées. En réalité, vous savez, tous les lieux de culte sont protégés. Moi, j'habite à côté de la synagogue de la rue Pavée.
elle est vous protégée. Êtes sûr que ça n'est pas vous, Françoise, qui êtes protégée? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne comprends pas comment on peut accepter que des religieuses s'en aillent, en fait. Vous savez, ce sont des endroits sacrés, en réalité. Partout où il y a quelqu'un qui prie, que ce soit dans une mosquée, une synagogue, et des gens vulnérables, un temple bouddhiste, et quelle que soit la religion, je pense qu'il faut absolument respecter les gens qui prient, vraiment, et donc les protéger, mettre les moyens. Absolument. Moi, ça me chagrine parce que c'est un lieu de culte, que ce soit une paroisse ou tout autre lieu de culte. Pour moi, ça a un sens. Et ça en dit long sur l'insécurité que nous vivons dans ce pays aujourd'hui. Et je trouve ça dommage qu'elles partent, qu'on les laisse partir, sans qu'on leur offre une autre opportunité de rester. Ça va être le cas. On les laisse partir, moi je suis d'accord, c'est ça surtout. On les laisse partir tranquillement, en plus elles y vont modestement, sans vouloir être récupérées. Bon, je trouve ça admirable aussi dans leur attitude. Françoise de Gois, il y a une ambiguïté pour vous dans la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Alors il y a une ambiguïté et puis il y a plusieurs échecs. Je ne sais pas si vous avez vu la gifle qu'Emmanuel Macron vient de recevoir. Il n'y a pas d'autre mot, gifle diplomatique. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu ça dans les relations. Vous savez, on a très peu, on a des amis, la France, mais on a des vrais amis, on en a assez peu. On a les Canadiens et on a les Marocains. Emmanuel Macron arrive au Gabon, on l'interroge sur ses relations avec le Maroc, il dit elles sont excellentes. Le roi Mohamed VI en personne fait livrer un communiqué à Jeune Afrique pour dire non seulement nos relations ne sont pas excellentes, elles sont très mauvaises. Nos relations sont mauvaises. C'est la première fois que nous avons ce type de relation avec le Maroc. Ce sont nos amis, les Marocains. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des problèmes sur le Sahara, évidemment occidental. Il y a des problèmes dans le rapprochement avec l'Algérie. Nous sommes en train de perdre nos amis de toujours, les Marocains, alors que nous ne gagnons rien avec nos amis et notre famille plus passionnelle que sont les Algériens. Par ailleurs, Emmanuel Macron nous refait le discours de Ouagadougou. Discours de Ouagadougou 2017. Il faut en finir avec la France-Afrique. Il recommence. Il faut en finir avec la France-Afrique. Donc en gros, la France-Afrique n'a jamais fini. Et ça, nous savons bien qu'elle n'a jamais fini. Et par ailleurs, la première chose qu'il fait, il dîne avec Ali Bongo, évidemment, président évidemment à vie. Je vois pas pourquoi ça ferait pas comme avec son père, au Gabon, alors qu'on est en pleine campagne électorale. Il va rencontrer tous les chefs d'État, notamment la République démocratique du Congo, avec les oppositions qui hurlent. Je comprends bien que la France va mal, même y compris dans cette Afrique centrale, parce que l'Angola où il va n'est pas un pays francophone, c'est un pays lusophone. Mais la réalité, c'est que c'est une tournée, je ne sais pas à quoi sert cette tournée, et moi je suis inquiète de la dégradation, vraiment, alors là, officielle, ça fait des mois qu'on en parlait. Il avait promis d'y aller tous les 6 mois. Oui, mais officiel avec le Maroc, sérieux. Les gens avec qui on travaille en priorité, c'est les Marocains, les Algériens et les Tunisiens. C'est notre frontière naturelle africaine. Madi Saïdi. Oui, absolument. Je partage. Malheureusement, depuis quelques années, on a perdu beaucoup d'amis. Elle parlait justement du Maroc. Il fut un temps, le Sénégal, mon Sénégal, était aussi un ami de la France. Et depuis quelques années, il y a un vrai sentiment anti-français qui malheureusement ne cesse de s'accroître. Et je crois que là, sa tournée, c'est un petit peu fait exprès. Il s'est dit, dans le Nord, ça va pas trop. Dans l'Afrique subsaharienne, ça va pas trop. Je vais aller voir un peu dans le centre. Vous avez vu comment il est reçu. Il y a des manifestations partout. Ça commence à s'entendre un petit peu partout et c'est malheureux pour ce que l'Afrique a été pour la France. Ça veut dire qu'il faut changer. Et surtout, non seulement il faut changer, mais surtout, c'est dommage au regard de son discours qui a été de changer ce rapport que nous avons d'ouverture, d'égal à égal, de partenaire. Ça n'a rien changé. En même temps, en un mot, absolument, et on l'a vu la dernière fois, il dit « je veux supprimer la France-Afrique » comme pour justifier le fait que dans une solution de remplacement, la France doit reprendre le même rôle. C'est ça qui était intéressant dans son discours. Oui, mais attendez. Le discours d'avant-hier, c'est le même que le discours de Ouagadougou il y a 7 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. C'est pareil. Merci beaucoup Françoise. Madi Saïdi, vous voulez revenir, vous considérez que la réécriture des œuvres d'auteurs disparus est un diktat culturel rampant? Absolument. Alors en tant que nouvelle auteure, évidemment, c'est quelque chose qui me touche. Et au risque de devenir une vraie Française en l'occurrence, donc d'être toujours en train de me plaindre et d'avoir des coups de gueule, effectivement, moi ça m'énerve, ça m'agace. À un moment, non seulement il faut respecter l'œuvre, et il faut arrêter de croire que parce qu'on aura changé un mot dans un ouvrage, ça changera la vision. Si tant est, puis moi je trouve que d'ailleurs, ce qui serait plus juste, si tant est un auteur est raciste dans ce qu'il écrit,
eh ben moi je pense qu'on lui fait une fleur. Il faut laisser ces propos-là, laissons-le pour la postérité, laissons-le pour l'histoire. Moi aujourd'hui, quand je vois qu'on veut barrer le mot black, ben barrez-le. D'ailleurs, je suis noire, je suis pas black, je suis noire. En français, c'est noir et ça ne me dérange pas. Il faut remettre chaque ouvrage dans son contexte et je le vois. Alors ça a commencé par Agatha Christie. Maintenant, on a Ian Fleming. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Ça me dérange parce qu'il y a aussi une question d'orateur qui dit lorsque Senghor utilise le mot nègre, ça pose aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. Et d'ailleurs, Senghor présente la négritude comme étant un rapport de la culture du monde noir avec l'autre. Donc si le noir peut l'utiliser, le blanc peut également l'utiliser. C'était mon coup de cœur. Je ne suis absolument pas choqué parce que je pense que Ian Fleming, c'est à la demande des héritiers, parce qu'ils ont fait une lecture sensible et qu'il y a bien sûr le problème de nègre, parce que c'est le mot en question, mais il n'y a pas que ça. Il y a le plaisir du violeur. Donc ils veulent enlever ça. Il y a le handicap permanent qui est l'homosexualité. Ils veulent enlever ça. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Vous savez, j'aime Shakespeare infiniment. Et ben, quand je vois voir Le Marchand de Venise, à chaque fois, je suis choquée. Bien sûr, c'est l'antisémitisme de l'époque, mais je trouve pas. Hergé avait que des regrets à la fin de sa vie pour son Tintin au Congo. Il disait: je m'en excuse effectivement d'avoir dessiné les Noirs, Missier qui parle le petit nègre. Il s'excusait pour l'Étoile mystérieuse d'avoir fait des Juifs, évidemment, des banquiers avec des nez crochus. Moi, je pense qu'on peut. Peut-être son regard. Il est le produit d'une histoire. Moi, je vous rejoins, Madi, et très vite. Moi, je considère qu'il faut laisser le lecteur, le spectateur, arbitrer dans sa conscience et son intelligence. Il faut faire confiance au lecteur. Merci beaucoup, les amis. Vous restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur cette audition par la commission des lois au Sénat. Le ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin s'est dit favorable à des amendements dans le projet de loi d'immigration pour limiter le regroupement familial. Alors ça fait débat. On ouvre ce dossier. Je peux vous assurer que ça fait grincer des dents. On en parle dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication. Je redis votre livre, bien entendu, Française venue d'ailleurs, publié chez Stock, et on vous a dit avec Philippe et Françoise que ça ferait un film. On vous a dit. C'est Cécile qui ira aux Oscars. On ne touche pas aux têtes. Non, les Oscars, c'est Françoise qui l'a dit. Moi, j'avais dit César. C'est moi. C'est vous. César, c'était un peu léger. On rend. C'est à vous. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est dit favorable à des amendements dans le projet de loi immigration pour limiter le regroupement familial. Oui, 3 pistes ont été évoquées par le ministre, comme celle d'imposer aux demandeurs de visa des tests linguistiques et de valeurs de la République. Gérald Darmanin dénonce des abus dans le processus et affirme toutefois que ces restrictions ne seront pas contraires à la Constitution. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut limiter le regroupement familial ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous nous dites que c'est une bonne chose à 91%. Et on va en parler avec Éric Savarès, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques et sociales, auteur du livre 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions de Deboc. Bienvenue, merci d'être avec nous. Juste avant de revenir vers vous, petit tour de table, comme d'habitude, Philippe Bilger. Je vois très bien ce qu'il y a derrière cette ouverture de Gérald Darmanin. Rien ne me paraît choquant dans les 2 premiers points. Je trouverais même naturel que cela ait été adopté depuis longtemps. Sur le dernier, qui est le plus sensible, le regroupement familial, là aussi, je ne serais pas scandalisé par le fait de le réduire, de le limiter, de l'entraver, mais je suis pessimiste là-dessus dans la mesure où lorsqu'on a une avancée, ou lorsqu'on propose, ou lorsqu'on met en œuvre une mesure comme le regroupement familial, qu'il soit positif ou non, on a beaucoup de mal à revenir dessus. À tort ou à raison, c'est quelque chose qui apparaît comme une avancée progressiste contre laquelle on a, à mon avis, peu de chances de revenir, et je le regrette.
Françoise Legois. On est quand même dans le fantasme. Hein. Combien de visas délivrés l'an dernier pour le regroupement familial? 33 000, sérieusement, sur un pays qui fait 67 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez vraiment que ces 33 000 personnes qui viennent créer de la richesse, il faut quand même pas... Parce que dans l'esprit des gens, on mélange tout. Les gens sans papier, les migrants, les gens qui arrivent à la sauvage, le regroupement familial. Je veux bien que Gérald Darmanin court après le Rassemblement national, mais quand même, les règles sont déjà strictes. C'est 1 800 € pour 2 personnes avec un 20 mètres carrés. Voilà, pour pouvoir... 1 800 € avec un 20 mètres carrés, vous avez beaucoup de gens, de Français, qui sont issus même des pays intra-européens, qui vivent avec ça. 1 800 € et 20 mètres carrés, pour 2 personnes. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui vivent avec ça. Donc, je trouve qu'encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, et encore une fois, mon sentiment, c'est encore une fois, on court derrière le Rassemblement national, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'accueil des personnes en difficulté, sans papier, des migrants. Pour moi, c'est ça. Madi Saïdi. Ben moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on va changer, parce que la règle sur la langue, sur la connaissance de la culture, ça, c'est des règles qui existent déjà. Merci, Madi. Premièrement. Et pour la seconde chose, moi, je crois, alors oui, effectivement, en France, on a un problème autour de l'immigration, comment on accueille les gens. Et je crois que le problème, en fait, n'est pas lié à ceux qui viennent légalement par le regroupement familial. Je crois que le problème est lié à l'immigration illégale, ceux qui viennent avec les boats, ceux qui viennent de manière illégale, et c'est peut-être à ce problème-là qu'il faut s'attaquer, et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Mais je crois qu'une fois encore, le ministre de l'Intérieur met de la poudre aux yeux, et il veut aller chercher les électeurs de la droite en leur disant, ah ben regardez, vous savez, je vais aller toucher à ça aussi. On aura moins d'immigrés, alors que ça, c'est des immigrés légaux. Éric Savarez, je le rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, chercheur au CEPEL et auteur du livre 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions De Bouc. Votre réaction au tour de table des vraies voix? Oui, bonsoir. Pour ma part, puisque nous avons une certaine liberté de temps, j'ai envie de dire que je trouve ça hypocrite. Pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où vous choisissez, parce que dans la future loi sur l'immigration, il y a quand même cette idée qu'on pourrait ouvrir légèrement les frontières pour des secteurs de l'économie en tension. Il faut bien comprendre que quand on décide de faire rentrer une immigration de travail, à un moment ou à un autre, les travailleurs étrangers qui rentrent vont demander à faire venir leurs femmes et leurs enfants. Et c'est quand même méconnaître l'histoire que d'oublier que toutes les immigrations, ça commence toujours par le travail et ça finit toujours par une immigration de peuplement. Donc si on ne veut pas de regroupement familial, on ne fait pas rentrer d'immigrés. Maintenant, si on en fait rentrer, on ne peut pas leur dire vous vivrez sans vos femmes et vos gosses, tandis que les autres peuvent. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc après, moi, je ne lis pas dans les intentions du ministre. Oui, mais vous avez vu la fourberie de faire rentrer une immigration choisie pour les métiers en tension. Ce sera un visa que d'1 an qui n'ouvre absolument... C'est là qu'on est dans une rupture en plus constitutionnelle, parce qu'on va créer des travailleurs encore plus pauvres que pauvres. C'est-à-dire, en gros, vous venez bosser pendant 1 an, mais vous n'avez droit absolument à rien. Vous ne rentrez pas dans le cadre du système de regroupement familial. Vous avez bien saisi la nuance sur ce type-là de travailleurs. C'est absolument... moi, je trouve ça tout à fait, d'abord, anticonstitutionnel. François, si vous aviez noté ça, professeur. Est-ce qu'à votre avis, monsieur le professeur, c'est pas une manière peut-être symbolique de marquer un coup d'arrêt tout de même à une politique qui, globalement, depuis des années, est très largement favorable à ces ouvertures? Mais je m'excuse, mais à partir de 1973, il a été décidé, après le premier choc pétrolier, d'arrêter l'immigration. Depuis 1974, les frontières sont fermées. Donc, ceux qui rentrent, c'est au compte-gouttes. Vous avez pris les chiffres de l'année dernière. Moi, j'ai le chiffre de 2019, parce qu'évidemment, 2020-2021, en période de pandémie, les chiffres ne sont pas fiables. Mais en 2020, il est rentré 28 000 immigrés au titre du travail, c'est-à-dire 0,04% de la population. Donc, l'arrêt de l'immigration, il y a longtemps que ça a été décidé. Le Pen en a rêvé, ça a été déjà fait depuis longtemps. Moi, j'aime qu'on revienne à la réalité des chiffres. Et n'oublions pas aussi que la Constitution garantit le droit à une vie familiale et à un développement normal. serein.
Donc ça poserait aussi un problème du point de vue de la Constitution. Vraiment, il faut quand même rappeler, je redis, dans la défantasmagorisation, nous ne parlons pas de l'immigration sauvage qui elle-même illégale, qui représente une dose infinitésimale. Si la France n'est pas capable d'absorber 1000 ou 2000 ou 3000 travailleurs irréguliers, que peut-elle faire? Regardez, là nous parlons d'une immigration légale qui crée de la richesse. Vous avez tous autour de vous, Cécile, Philippe, tout le monde, nous avons tous des gens, des amis qui sont le produit de ce regroupement familial. Il y a même des gens qui sont devenus ministres. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle arrive en France, c'est le regroupement familial, elle ne sait même pas parler le français. Et elle est dans son petit village du Rif marocain, et elle vous raconte comment elle va chercher l'eau au puits, et elle devient ministre. On en pense ce qu'on en veut de sa qualité de ministre, mais la réalité, c'est que le regroupement familial produit aussi... En tout cas, on peut saluer la trajectoire. Mais oui, et puis il produit, sans être aussi spectaculaire qu'un ministre, il produit de la richesse dans un pays. Vous pensez quoi? Que l'Italie est en train de réfléchir à ça. Plus vieux pays du monde avec le Japon, pays vieillissant comme l'Allemagne. À un moment donné, je suis désolé les gars, on amène du sang neuf. Alors, c'est pour répondre à qui en fait? C'est pour attraper les voix du Rassemblement national, pour faire baisser Marine Le Pen. C'est juste ça le sujet. Mais c'est un fantasme. Je pense qu'il faut défantasmer avec les chiffres. Je ne sais pas ce qu'en pense le professeur, mais bon. Éric Savarez. Oui, mais je pense qu'effectivement, à l'origine de l'immigration, il y a toujours deux motivations, ou le travail ou la démographie. Là, on a des secteurs en tension, évidemment, on réouvre, mais dans les conditions que vous avez dites, c'est-à-dire dans des conditions indignes, un titre d'1 an au lieu d'un titre de séjour de 10 ans, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Et puis, la deuxième raison, c'est la démographie. L'Allemagne, par exemple, accueille beaucoup plus de gens que la France, parce qu'ils ont 1,4 enfants par femme, et qu'à un moment ou à un autre, vous faites le calcul, ça ne permet pas de renouveler la population. C'est un vrai sujet politique, par exemple, en Italie. Les Italiens sont pas... En Italie aussi. Ils sont très rétifs à l'idée, mais il faut ouvrir à l'immigration. Ils sont, vous savez, cette hypocrisie, ils sont rétifs, et Giorgia Meloni gagne là-dessus, mais personne ne se plaint d'avoir la somme des travailleurs immigrés tunisiens et marocains qui font vivre la Sicile et le sud de l'Italie pour la récolte des fruits tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous voyez, ça c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on gueule, oui, c'est terrible, on a fait des arguments politiques, mais en réalité, ça gêne personne que les travailleurs immigrés clandestins, les milliers, récoltent les oranges au sud de la Sicile pour 3 € par jour, quoi. Voyez? Enfin, ou les fraises dans le sud de l'Espagne. Oui, absolument. Voyez, on peut dire la même chose. Les Zapatero les avaient tous régularisés, d'ailleurs, je vous rappelle. Mehdi, vous voulez réagir, non? Oui, c'est pour dire qu'en fait, je pense qu'on ne s'attaque pas au bon côté, au bon bout, en tout cas, du problème. Le problème, c'est peut-être l'immigration illégale et certainement pas le regroupement familial, qui, aujourd'hui, continue à se faire dans des conditions, je ne vois pas comment il pourrait changer la règle, d'autant plus que, comme je le disais, je le répète, c'est un droit qui est quelque part garanti par la Constitution. Oui. Il y a aussi un sujet sur les réfugiés où il dit qu'effectivement il voudrait réduire à la cellule familiale aussi, la stricte cellule familiale. Ça vous choque? Mais qu'est-ce que ça veut dire la stricte cellule familiale? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Alors vous, Cécile, c'est quoi une stricte? Est-ce que mon demi-frère c'est une cellule familiale? Moi j'ai un demi-frère par exemple, je considère qu'il fait partie de ma famille. Qu'est-ce que vous allez définir comme famille? C'est un vrai sujet, les réfugiés politiques, évidemment, il faut séparer le bon. Non, mais ça je sais pas ce qu'en pense Philippe. Mais en fait... Parce que vous êtes satisfait, vous, de ces propositions, mais en quoi elles vous satisfont, en fait? Non, mais je me demandais si, lorsqu'on a eu l'affaire de l'imam, qui était parti en Belgique, et qu'on avait eu l'adhésion du tribunal administratif qui avait dit, en quelque sorte, on peut rien faire parce qu'il y a une vie familiale. Est-ce que derrière cette volonté de Gérald Darmanin de réduire le regroupement familial, il n'y aurait pas quelque chose qui relèverait de la suppression d'obstacles qui peuvent interdire d'expulser, de faire partir des gens qui dérogeraient à leur situation initialement légale? C'est fort probable, mais encore une fois, c'est un problème donné, on légifère, un problème donné, on légifère. Mais ça ne réglerait pas le problème. Éric Savarez, pour reprendre par exemple sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen qui a quand même défrayé la chronique l'été dernier. Oui, j'ai pas en tête exactement ce qui s'est passé, je me rappelle plus exactement cette affaire, j'ai pas envie de dire une bêtise.
Alors, non, je voulais dire que pour l'imam, et avec également beaucoup de modestie là-dessus, le tribunal administratif avait validé la thèse de l'imam à l'un des prétextes qui était qu'il avait une situation familiale et que en France et qu'on ne pouvait pas l'expulser. Alors qu'il faisait des prêches à la haine. Et je me demandais si cette volonté de Gérald Darmanin de diminuer le regroupement familial ne pouvait pas apparaître comme une sorte de prévention par rapport à des situations où ces gens arrivant normalement en France pouvaient d'un coup rompre le contrat social avec elle. Éric Savarez. Ouais, mais moi je pense que c'est deux problèmes différents. C'est-à-dire que le premier problème, c'est le respect de la loi de la République. Ça s'impose à tous les citoyens, aux immigrés, etc. Le deuxième problème, est-ce qu'on pourrait interdire des gens qui respectent la loi de la République de venir rejoindre leurs parents simplement parce qu'il y a un imam qui s'est mal conduit? Enfin, vous comprenez, c'est quand même compliqué. Ça veut dire faire un amalgame et mettre tout le monde dans le même sac. Et le problème, à mon avis, c'est pas le même type de législation. Ça concerne pas exactement les mêmes dispositions législatives, ça. Non, mais je dirais les menaces virtuelles qui pourraient évidemment survenir avec des gens qui tout à coup seraient saisis par je ne sais quoi, l'islamisme ou une délinquance effrénée. Mais moi, je trouve que Gérald Darmanin, c'est la perversion vraiment de Gérald Darmanin. Vous me trouvez à chaque fois très sévère, mais je pense que c'est aussi la perversion absolument la perversion politique d'Emmanuel Macron. C'est justement de brouiller les pistes. Si vous avez pas un discours attentif sur cette proposition de regroupement familial, vous pensez vraiment qu'on parle de tout. Enfin, un gouvernement qui va lutter contre l'immigration sauvage, ça n'a rien à voir. On le redit, 33 000 ou 28 000 si vous voulez, des gens qui participent à la vie sociale, ça n'a rien à voir avec l'imam Iqwesen. C'est ça le problème. Bien sûr. Mais je sais que vous le savez, mais on ne peut pas maintenir en permanence comme ça l'ambiguïté, parce qu'à un moment donné, d'abord, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie, et à un moment donné, évidemment, les électeurs préféreront l'original d'extrême droite à la copie Macron. Voilà. Mais la question, pour revenir dessus, Éric Savarez, est-ce que la question qui se pose pas, peut-être que ça a été un ballon d'essai qui a été lancé par Gérald Darmanin, parce que les ballons d'essai en politique, ça existe, c'est que la France, outre le regroupement familial, est un pays qui expulse extrêmement peu. Ça, quand même, on le sait depuis des années. Est-ce que c'est pas aussi peut-être pour essayer de contrebalancer ce fait accompli que Gérald Darmanin aurait balancé ce ballon d'essai? Ah, mais vous savez, moi, je m'interdis de lire dans les intentions de M. Darmanin. Ce que je crois certain, c'est que quand on regarde les chiffres, encore une fois, même pas 30 000 personnes au titre de l'immigration de travail, un peu plus du double au titre du regroupement familial. Ensuite, c'est des étudiants. Et tout compris, si vous avez au titre de l'immigration 150 000 personnes qui rentrent par an, c'est le maxi. Bon, peut-être qu'on va ouvrir un petit peu parce qu'il y a des secteurs en tension, mais je vois pas en quoi, même pas 30 000 personnes, c'est-à-dire 0,04% de la population, ça ressemble à de l'immigration invasion ou à de... Enfin, il faut arrêter. Là, je rejoins ce que vous disiez, c'est un fantasme. Et sur parce que les chiffres, alors évidemment, l'immigration clandestine, elle est clandestine, donc on ne peut pas la chiffrer. C'est combien d'entrées par an à vue de nez, comme on dit. Ça dépend. Si vous travaillez avec l'heure actuelle, c'est 600 000 ou au Figaro. Et puis, si vous travaillez à Libé, c'est moins de 100 000. On ne peut pas chiffrer. Mais l'idée de dire que le grand... Tout rentre dans l'idée que c'est le grand... Je me posais la question, c'est combien on évalue, même si c'est comme les quantités de drogue qui rentrent, comme c'est illégal, on ne peut pas le savoir, on fait une évaluation. Éric Savarez. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas capable d'évaluer l'immigration clandestine ou vous donner un chiffre fiable. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a deux manières de la fabriquer. La première, c'est on rentre, c'est Catherine Wittol de Vanden qui l'avait vachement bien expliqué ça. La première, c'est on rentre illégalement en Europe. La deuxième, c'est on a peur qu'un titre de séjour ne soit pas renouvelé. Et du coup, on reste dans la clandestinité. Donc, on peut en fabriquer par l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et là où il y a une hypocrisie, je vous renvoie à un petit ouvrage d'un copain à moi qui s'appelle Marc Bernardo et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Capture, et dans lequel il explique bien que le secteur de la confection, le secteur des services sexuels tarifés, sophistiqués, les fruits et légumes, etc., ça vit partie avec cette population clandestine. Donc là où c'est absolument ignoble, c'est que c'est à la fois une lutte contre une population qui est stigmatisée comme c'est pas permis, mais en même temps, c'est aussi une population qui est nécessaire à un certain nombre de secteurs de notre économie. On l'utilise vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Eric Savarez, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL et auteur de 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions Debook. Merci d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h. Elle est bonne celle-là. Et on en a des émissaires. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça n'est pas fini cette ligne droite. On a encore un petit virage à faire avec Philippe Bilger, avec Françoise Debout. Il y a un quiz là. Non. M'a dit ça, il dit. Vous avez déclaré il n'y a pas de lot de consolation. Non. Vous savez ce qu'on va faire la semaine prochaine, Françoise? Mardi prochain. Les règles, pas du tout. Si, vous les changez en permanence. Mais non, on va commencer par le gaze ou pas gaze. Ah, ça c'est bien. Et on finira on peut s'amuser. Et comme ça, on gagnera quoi qu'il arrive. Moi j'adore, c'est juste ça. On peut s'amuser jusqu'au bout, j'adore. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Et 0826 300 300. Et Laurent qui est avec nous, qui nous appelle d'ici les Molineaux. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à l'équipe. Bonsoir Laurent. Vous vouliez revenir sur ce fameux panier anti-inflation. Voilà. Oui, tout à fait. Je tenais à m'exprimer sur le sujet. Pourquoi uniquement les personnes défavorisées bénéficieraient à l'heure actuelle d'aide? Nous, les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, on mange, on sort, on vit. Je suis à Paris, j'adore la vie parisienne. Ce que je vais dépenser dans un supermarché ou pour me nourrir, c'est de l'argent que je ne vais pas dépenser dans un restaurant ou au théâtre ou ailleurs. Donc, par ruissellement, d'autres personnes subissent cette crise. Oui, c'est pas faux. Non, c'est vrai. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 53 balais, je compte pas mes heures, je fais beaucoup d'heures, c'est tout, c'est peut-être une chance, mais c'est un choix aussi, et ma compagne également. Après, si on tape sur les gens qui veulent s'aider socialement, où va-t-on ? Moi, c'est exactement le discours que j'ai. D'ailleurs, on n'était pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger et notre ami économiste. Je pense que s'il faut faire une mesure, il faut qu'elle soit globale, parce que je crois que la classe moyenne, vous êtes classe moyenne supérieure, j'imagine, eh bien, la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, aujourd'hui, souffrent. Quand vous êtes sur des prix pareils d'inflation, tout le monde souffre. Et en plus de ça, la classe moyenne, elle a droit quasiment à rien. Si vous commencez à avoir des enfants qui font des études, il n'y a pas de bourse. Non, vraiment, sérieux. Mais il a raison sur le ruissellement du fait que, forcément, plus le panier de la ménagère moins on va au resto, moins on achète. Bien sûr. Absolument. On a un peu les moyens, donc on sort, on profite. Mes restaurateurs à Montparnasse, ils vont moins me voir. Oui, c'est clair. Mais Cécile disait une chose lors du débat tout à l'heure, selon la situation géographique. Vous êtes à Issy-les-Moulineaux, en très proche banlieue parisienne, ça touche Paris, où c'est très cher. Mais si vous êtes, il y a notre vraie voix du jour, hier, elle était à Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne, c'est sûr que là, le logement, etc., c'est quand même beaucoup moins cher. Peut-être, mais moi même si ça a changé. Bien sûr, ça a changé. J'ai un exemple pour Tours. Mais Tours, c'est une grande ville déjà. Oui, mais n'empêche que les prix... Moi, je vois dans mes chères Hautes-Pyrénées, parce que c'est quand même mon département de référence, un des plus petits, un des plus ruraux, je vois les prix d'alimentation, c'est complètement hallucinant. Et effectivement, même à Paris, nous avons des salaires en conséquence parisiens. Les salaires de la province sont beaucoup moins élevés. Vous voyez maintenant le prix du mètre carré, c'est Cécile qui disait maintenant dans des villes complètement 8 000 € le mètre carré. Mais c'est pareil dans les Hautes-Pyrénées. Allez voir la flambée des prix. Donc en fait, je pense que tout le monde souffre et que c'est étal en fait. Je pense et pour parler de Tours, Philippe, que je connais bien, c'est qu'il y a énormément de Parisiens qui habitent à Tours et qui viennent travailler à Paris, parce que c'est 90 minutes en train et ça fait flamber les prix à Tours. M'a dit, Laurent. Excusez-moi, surtout c'est qu'on a j'ai la sensation aujourd'hui, c'est que on a travaillé quand même toute notre vie, on a réussi à s'élever. Moi, ma compagne était infirmière, elle a passé le concours cadre sup. Aujourd'hui, elle est directeur adjoint dans le médico-social. Et vous aussi? Moi, je suis dans la musique. J'ai un fixe en orchestre et je travaille beaucoup à côté. J'ai la chance qu'on m'appelle, mais je travaille quand les gens s'amusent. C'est génial, c'est bien. Mais je pourrais Vous avez la note juste. Vous avez la note juste, a dit Philippe Bilger. Oui, donc vous, sans trahir un secret, vous vivez bien quand même, tous les deux. Vous avez un revenu correct mensuel. Et donc, vous ramez, c'est compliqué. Non, on est plus que correct. Mais vous ramez un peu, là. Non, j'ai l'impression de me faire léser aujourd'hui par l'État.
On comprend. Je ne rame pas, je ne peux pas être indécent, je ne rame pas, nous ne ramons pas, mais la semaine prochaine, tous les soirs, je vais bosser, quoi. Oui. Je fais des heures pour avoir ce que j'ai. Merci beaucoup, Laurent, de votre témoignage. Pardon, la musique, mais le temps passe tellement vite avec vous tous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir appelés. Et puis merci Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Debois. Merci Madi Saïdi, bien entendu, d'avoir été là. On vous souhaite, pour vous, on vous repasse cette semaine de beau week-end. Philippe, on vous retrouve demain. Et dans un instant, on va parler automobile et bornes électriques, bien entendu. Et on va parler d'un très joli rallye, le rallye Aïcha des Gazelles, magnifique, voilà, puisque la 32e édition, ça démarre ce week-end à Nice. À tout de suite.